Un petit bruit buccal subtilement dosé, le chip est en danger. Rendez-nous les chips. Abandonné, laissé seul sur le bord de la route, dans le froid, cerné par le Covid et la DEP, vous aviez cru que le chip vous avait abandonné. Vous avez cru qu'on n'était plus là, mais on est là. Faites du bruit un peu. Oui. Donc welcome back dans le chip et welcome back à mes acolytes. Donc Kevin, historien extraordinaire, comment ça va Kevin ? Présent, on survit. On tient. On s'accroche. On est là. Et François, journaliste pop culture de l'extrême, comment ça va François ? Ça, quel plaisir d'être là à nouveau avec vous. Dans les bacs. Ça fait plaisir. C'est fou, Contact. c'est dingue. Alors, en ces temps de débat sur la non-mixité, on ne sait pas si le gouvernement va nous target et nous annuler pour séparatisme pop culturel, mais en attendant, n'en déplaise à Darmanin et à Schiappa, détendez-vous, le chip continue à être là pour vous et tout va toujours bien se passer. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut raconter un petit peu sur cette nouvelle saison, nouvelle prod, nouvelle identité visuelle, nouveau sujet, mais même équipe, qu'est-ce qui s'est passé ? Nouveau podcast, Hoodies. Ouais, c'est un peu ça, look ouais. pour une nouvelle vie. Ouais. Non, on a continué notre tradition de nomade. C'est ça. 2019-2020, c'était un petit peu la traversée du désert. J'y croyais pas, franchement. Je croyais pas qu'on allait encore changer. Franchement, je vous le dis comme je le pense. Le podcast itinérant, quoi. Franchement, les gens, ils se foutent de nos gueules sur les réseaux, Twitter et tout, à chaque fois. Alors, j'ai vu un de nos auditeurs et amis, Arzel, qui disait « Alors, dans quelle crèmerie ils vont être cette fois-ci, le chip ?» Et il disait ça en déconnant, à la base. Mais ouais, et en fait, il avait raison. On a encore changé de crème. J'en commence à en avoir marre. J'avoue. Mais, on est content d'être là. On est content. Voilà. C'est super accueil, super studio, super matos, tout. On est visible maintenant en plus. Ouais. C'est ça, Studio Majorel. Maintenant, vous pouvez nous voir sur YouTube. Vous pouvez contacter. Vous pouvez profiter du chip à la fois dans vos oreilles et dans vos yeux. Les mirettes. Les mirettes sur YouTube, vous pouvez nous trouver. On sera sur les réseaux aussi. On fera des petites vidéos pour les réseaux, des trucs comme ça. Ouais. Voilà quoi. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre ? Des nouveaux formats, des nouvelles idées. Des surprises. Ouais, des surprises, des nouveaux invités, des trucs comme ça. On va dépoussiérer un peu le truc, quoi. Non ? Imaginez, il n'y a plus le Covid et on peut voir les gens et tout en vrai, comme on avait fait des fois. On avait fait des lives et des soirées et tout. De fou, non ? On va refaire des... Je pense qu'il y aura moyen, non, de refaire des lives aussi, dès qu'on pourra... Moi, j'ai peur d'être devenu agoraphobe. Non. Ne t'approche pas de moi. Ce sera emmerdant pour tes visites en plus. Ouais, j'avoue. Pas plus de 3 visiteurs par visite. Non, mais en tout cas, on est super contents et du coup, on va pouvoir commencer l'épisode. Oui. Au sommaire de cet épisode, de ce premier épisode de cette nouvelle saison, on va vous faire un petit épisode, 3 salles, 3 ambiances, donc un petit retour aux sources en quelque sorte. Alors, tout d'abord, dans une pièce feutrée, capitonnée de roses, Kevin va nous parler de Norman, l'humoriste, et de sa relation aux femmes noires, si j'ai bien compris. C'est ça, Norman et les femmes noires. D'accord, ça promet. Ensuite, moi, Mélanie, je vous emmènerai dans ma cave à paillettes pour vous parler du retour des années 2000 et de pourquoi il doit tout, mais alors tout, à la black culture. Et pour finir, cerise sur le gâteau, François, dans son boudoir tapissé panthère, va nous parler de la mort du rappeur américain DMX et de ce qu'elle représente. Ouais, et un peu aussi, et surtout d'un film culte que j'ai beaucoup kiffé, Belly, on en parlera tranquille plus tard. Ok, trop bien. Bah, si vous êtes prêts, hein ? On y va ? Ouais, c'est parti. Alors, moi, je vous ai dit que je voulais vous parler de Norman et des femmes noires, un petit rappel des faits. En décembre dernier, Norman Tavo, de Norman fait des vidéos, un des piliers du YouTube game français, a sorti son 2e stand-up sur la plateforme Prime Video, le spectacle de la maturité. Mélanie, il y a quelques années, tu avais décerné un trash à Norman, on avait déjà parlé dans le chip, c'était au sujet d'une blackface, c'est bien ça ? C'était au sujet d'un truc qu'il avait fait une vidéo sur on peut plus rien dire, on peut plus rigoler comme on pouvait rigoler avant. Ok, super. En fait, avant tout, je préface en disant que j'aime beaucoup YouTube, mais que je connais très mal Norman. Je connais pas bien le travail des gros YouTubeurs français, Cyprien, Squeezie, Enjoy Phoenix. J'ai découvert la semaine dernière qui était Lena Situation. Non. Si. C'est un problème. Wow. J'ai cliqué. Je connaissais de nom depuis quelques semaines, mais j'ai cliqué pour la première fois la semaine dernière. Et pourtant, je regarde
regarde YouTube du matin au soir, j'adore ça, mais je pense que je connais pas parce que l'algorithme de YouTube a craqué mes goûts et je n'ai que du contenu islamo-gauchiste compatible dans ma page d'accueil. Mais pour revenir à Norman, j'avais déjà entendu parler de ces problèmes de mœurs assez sordides, et la semaine dernière, il y a de nouveaux éléments qui ont été révélés par Urbania, un média québécois. En gros, il y a une enquête en cours. Il y a des vieux bails au cul. Ouais, entre le Canada et la France pour des histoires de harcèlement sexuel sur mineurs, des histoires sombres de nude, de DM, mais c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je viens ici de distinguer l'homme de l'artiste. Ça faisait longtemps. Non, en fait, je voudrais vous parler dans un premier temps du spectacle. De quoi parle ce spectacle? En fait, Norman, il a la trentaine, donc c'est un jeune vieux ou un vieux jeune. Comme nous, quoi. Voilà. Et il est conscient de son image de comédien pour adolescent, et il veut la casser. Donc, il propose un humour un peu plus controversé, un peu plus adulte, d'où le titre du spectacle. Donc, il nous parle de son rapport au succès, de son manque de charisme. Bon, il est lucide. De la langue française mise à mal par Aya Nakamura, des réseaux sociaux, de Uber, de la paternité, de la vie en couple. Du coup, t'as regardé tout le spectacle? J'ai regardé tout le spectacle et je peux déjà vous dire que c'est pas très bien. T'as un vrai travail journalistique, franchement. Franchement, médaille. Je l'ai maté aussi pour me faire mon propre avis, parce que j'ai vu les... Ah, tu l'as maté? Mais oui, je l'ai maté, parce qu'en fait, j'ai vu les indignations sur les réseaux sociaux, notamment par rapport à un truc dont j'imagine tu nous parleras plus tard. Ouais. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais me faire mon avis quand même, histoire de voir. J'aime bien faire du hate-watching des fois, tu sais, en mangeant, tu sais, un truc que je sais qui va être nul, tu vois. Comme Emily in Paris, tu vois, j'ai maté que comme ça, c'est ma série de déjeuner, tu vois, la série que je regarde sans me concentrer. Et j'ai tenu vraiment 15-20 minutes avec toute la meilleure volonté du monde. Genre, sans aucun, tu vois, sans aucun a priori négatif, sans aucune malveillance. À un moment, je me faisais chier et je suis passé vraiment à autre chose, tu vois. T'as tenu tout le spectacle. Okay. J'ai tenu tout le spectacle et voilà, je tiens à dire que c'est pas très bien, c'est même pas bien du tout, c'est ni drôle ni fin. Il aurait dû plagier des humoristes américains pour le coup. Comme font les vrais, quoi. Comme font les vrais. Il aurait dû emprunter des blagues à Louis C.K. et pas emprunter le lifestyle de Louis C.K. Donc du coup, Norman, dans son spectacle, il essaye de s'attaquer à la question du racisme, il n'aurait pas dû. Donc en gros, il reconnaît vite fait l'existence du racisme, mais ce qui l'embête vraiment, c'est le fait que les Blancs ne peuvent pas aller aussi loin que les Noirs dans la vanne, dans l'irrévérence. Donc clairement, Norman n'a jamais entendu parler de Charlie Hebdo. Et puis ensuite, il enchaîne en parlant du prochain James Bond, et là, c'est le drame. Alors, la dernière connerie qu'ils ont trouvée pour essayer de lutter contre le racisme, c'est dans le prochain James Bond qui est en train de tourner en ce moment au cinéma. Le prochain personnage de James Bond, enfin agent 007, sera incarné par une femme Renoir. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme, là? My name is Bond. Fatoumata Bond. Non, ça va pas du tout. Je suis pas d'accord, ok? Bon. James Bond, c'est un personnage, on l'aime comme voilà. ça. Vous l'aimez une comme femme ça. Renoir, c'est... On va le changer du jour au lendemain pour un quota. Tu peux dire une Renoir, une femme noire, mais une femme Renoir. Non. On dit pas le mot noir. Voilà, James Bond, je l'aime comme ça, vous l'aimez comme ça, on va pas le changer pour un quota. Donc François, toi, ta première réaction, c'est l'emploi des mots, les choix sémantiques qui te dérangent, ou c'est l'idée Non, bien sûr, évidemment que je me suis... Non, mais je te dis, je me suis indigné comme tout le monde, parce que je me dis, mais bon, déjà, voilà, Fatoumata Bond, c'est une vanne raciste, c'est une vanne paresseuse, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que je me suis arrêté d'ailleurs peu après ce passage-là, quoi, parce qu'en effet, c'est vrai que... C'est dommage, ça devient super bien juste après. Hein. Ah mince, alors c'est à ce moment-là qu'il devient Dave Chappelle, etc. Non, mais c'est vrai que ça fait genre 4 ou 5 ans maintenant qu'on passe notre temps à régulièrement faire ce genre de sujet-là. On a fait littéralement un sujet à James Bond, je sais plus si c'était un trash ou iconique, je crois. C'était un iconique. Ouais, sur Idris Elba qui aurait dû être James Bond. On a fait la même chose sur la petite sirène, pourquoi la petite sirène elle serait pas noire. On a fait la même chose sur... Je pense que c'est un peu un marronnier du chip de tous les 2 ou 3 épisodes d'avoir pourquoi ce serait pas un noir ou une noire, tu vois. Donc bon, rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de te dire, quoi. Mais ouais, c'est la vacuité du truc, en fait, tu vois. Moi, je pense qu'il y a des trucs marrants à dire sur ça, mais pas regardez, ils ont mis une femme noire, donc c'est nul. C'est le niveau, mais même pas 0, c'est le niveau moins 50 de la réflexion que tu peux avoir sur ce truc, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le fait que quand même James Bond, ça commence à être rincé, et que du coup, il faut que la franchise survive, donc on essaye de s'adapter, on essaye de devenir woke. Enfin, il y a des trucs marrants. N'allons pas trop vite. Et le gars, il est nul. Désolé. Mais oui, mon avis. c'est effectivement ça. Déjà, pour donner un peu de contexte, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, donc Norman, il fait référence à Lashana Lynch, actrice britannique d'origine jamaïcaine, castée dans le prochain James Bond, le 25e, No Time to Die, attendu pour l'automne 2021. Auditeur, auditrice du chip, je sais que tu es éveillé, que tu vas t'agacer et me dire que c'est encore une douille d'Hollywood qui veut se refaire une virginité, que la représentation pour la représentation, ça ne sert que les puissants, les multinationales, que ça n'égratigne même pas le statu quo.
Eh bien, pour Norman, ça va déjà trop loin, ça va C'est déjà too trop much. vite. Il a un point de côté. Donc, ce qu'il y a de problématique dans ces propos, ça a été très bien relevé par la chanteuse Iseut et le compte Twitter Décolonisons-nous pour résumer. Donc, ce que tu disais sur le prénom Fatoumata, on stigmatise un prénom tout à fait respectable, Elles se Fatoumata. prennent toujours des balles perdues, les Ouais, Fatoumata, c'est alors le qu'elles truc, ont rien demandé. raillé Quoi. normalement comme ça en France. Ça, c'est un premier point. Ensuite, Lashana Lynch, elle ne jouera pas le rôle de James Bond. James Bond sera toujours endossé par Daniel Craig. Dans le dernier James Bond, en fait, il a quitté les services secrets, le MI6, et très légitimement, l'agence recrute Un nouveau Nomi. 007, Voilà, c'est ça? Nomi, une jeune femme noire qui prend la fonction de 007. Donc on ne blackwash pas James Bond. Norman raconte du caca. Et enfin, le dernier truc, c'est qu'on n'entend personne s'offusquer du whitewashing de l'Égypte des pharaons, Ah d'Alexandre non. Dumas, etc. En fait, ce qu'il sous-entend, c'est qu'une femme noire qui joue le rôle d'un agent secret, ce n'est pas crédible parce que femme, parce que noire. Fatoumata Bond. Et pourtant, si, c'est possible. Avant de parler de la question noire, parlons du genre. Il y a bien eu des femmes espionnes, évidemment. Il y a une vidéo de Manon Bril sur sa chaîne YouTube. C'est une autre histoire qui l'explique très bien. Ça s'appelle Les femmes espionnes. Et en fait, l'idée d'une femme espionne, ça ne correspond pas exactement à la version que le cinéma et la plupart des romans d'espionnage nous présentent. Hein. Il arrive parfois, effectivement, que ce soit une femme, mais le plus souvent, c'est un mec blanc. Pourquoi pas, hein, On a quand même la figure de Mata Hari qui est assez... Mata Hari, elle en parle dans... justement, Manon Bril, elle en parle dans sa vidéo. C'est pas vraiment une espionne. Ouais, c'est plus une c'est courtisane, etc., qui récupère C'était pas mal une pocave. C'était une d'informations sur l'oreiller, etc. C'est pas vraiment... une espionne au sens où on l'entend. Mais oui, voilà, on a quelques figures comme ça, mais moi je parle pour l'instant de fiction, tu vois. Ouais. Il y a parfois des femmes qui sont espionnes, mais le plus souvent c'est un homme blanc, BG en toute situation, quasi immortel. Il pourrait faire du quad sur le toit d'un TGV, sauter du haut d'un hélicoptère, coucher avec toute une ribambelle de femmes de toutes les couleurs, voir les couvertures des romans SAS de Gérard de Villiers. Tout à C'est fait. particulièrement Tu me parles d'un problématique. monde qui me fait tellement rêver là. Il peut faire tout ça et arriver à la dernière seconde et empêcher une explosion nucléaire. Donc la franchise James Bond, elle embrasse tous les tropes, souvent avec ironie, hein, et c'est du gros divertissement, il n'y a pas de problème. Mais plus récemment, en France, par exemple, on a eu le Bureau des légendes. Moi, je viens de finir la première saison. C'est moins tape à l'œil et beaucoup plus crédible. Il y a certes des missions de terrain, mais il y a beaucoup de bureaucratie. On sent qu'il y a une bureaucratie pesante. C'est un métier ingrat. On ne comprend pas toujours les instructions de la hiérarchie. L'information est souvent compartimentée pour protéger les secrets. Et puis on est souvent, et ça j'y reviendrai plus tard, dans la zone grise. Mais est-ce que ça veut dire qu'une femme noire ne peut pas être espionne ? Dans l'histoire, c'est jamais arrivé, je pense. Jamais arrivé dans l'histoire. En fait, c'est un domaine par définition qui est très opaque, mais moi j'ai deux exemples historiques connus et avérés de femmes noires espionnes badass, Harriet Tubman et Joséphine Baker. Donc Yes. Harriet Tubman... Mais c'est pas très réaliste quand même, non? Harriet Tubman, donc, elle est née dans le Maryland, elle est née esclave vers les années 1820 et elle gagne le surnom de Moses ou de Moïse en anglais parce qu'elle a la tête de l'Underground Railroad, le chemin de fer clandestin qui n'est pas vraiment un chemin de fer mais plutôt un projet secret clandestin qui a permis de faire évacuer des milliers voire des dizaines de milliers d'esclavisés vers le nord du pays et puis ensuite D'ailleurs, il y a vers une le série Canada. sur l'Underground Railroad Je qui va l'ai sortir. pas vu. Ah, elle est pas va encore sortir, ouais. ouais, sur Amazon, je crois. Parce que C'est Barry Jenkins, Ouais. c'est ça, Ouais. qui sera donc Moonlight. Donc Ouais. c'est lui qui sera à la Qui sera- réalisation. il y a eu aussi un film, peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, un biopic sur Harriet Tubman. Je l'ai pas Ouais, vu. qui était pas ouf. Alors moi, les seules critiques que j'ai entendues, c'était pas tellement sur le film, c'est le fait que, encore une fois, C'était l'actrice est une Anglaise, britannique. ouais. Voilà, bref. Mais en plus de son rôle pendant l'époque de l'esclavage avec le Underground Railroad, pendant la guerre de sécession, en fait, l'armée du Nord des États-Unis va utiliser ses connaissances, sa connaissance du terrain pour faire des repérages. Elle va mener des équipes d'éclaireurs, elle va mener des assauts, etc. Donc, c'est vraiment un personnage qui, sans aucune ambiguïté, a vraiment été espionne, infirmière, enfin, plein de trucs différents. Elle devrait bientôt apparaître sur le billet de $20. Oui, que Trump avait bloqué exactement. à son époque. Ouais. En fait, voilà, c'était avant que Trump soit élu, on avait annoncé le billet de $20. Trump et son administration ont fait oui, enfin on verra en 2028. Et puis finalement, là, Biden a dit qu'ils allaient mettre un petit coup d'accélérateur, donc ce sera pour bientôt. Oui, parce qu'on peut rappeler que sur le billet de $20, pour l'instant, c'est un esclavagiste. C'est le 7e président des États-Unis qui s'appelle Andrew Jackson, qui était un très bon président des États-Unis, sauf si t'es noir, mexicain ou amérindien.
Voilà. Et puis le deuxième exemple de femme espionne, bon ben voilà, Joséphine Baker, qui n'est pas juste une artiste, mais qui est aussi une femme d'action, qui a mis son réseau, ses moyens au service de la France libre à une époque où c'était compliqué. Elle a été décorée par le général de Gaulle, elle a fini sous-lieutenant des forces françaises libres, à une époque où voilà, c'était un truc assez compliqué. Et ça, dans l'imaginaire français, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, Joséphine Baker, c'est surtout la meuf qui danse avec les bananes autour du... Après, globalement, on le dit souvent quand même, qu'elle a commencé comme ça et qu'elle a fini Moi, j'ai jamais résistante. su. Je vais te dire quand est-ce que j'ai appris que Joséphine Baker était autre chose qu'une danseuse. C'est en lisant mon calendrier. Ah bon ? C'est quand j'ai fait ma première visite du Paris Noir, désolé. Non, ils en parlent dans le Secret d'Histoire sur France 3 de Stéphane Bern, qui n'est pas terrible. Stéphane. Mais ouais, ils abordent la question de Joséphine Baker résistante, etc. Mais en fait, moi, ce que je voudrais aussi aborder sur la question d'être un espion ou d'être une espionne, c'est la question délicate de la discrétion. Un agent, ça doit pouvoir se fondre dans la masse, et là, ça a double tranchant. On pourra avancer le fait que les racisés soient beaucoup plus contrôlés, surveillés et tout simplement visibles que les blancs. Si vous faites contrôler par la police tous les 500 mètres, vous n'êtes pas un bon agent secret. Si vous êtes en mission incognito dans le nord de l'Écosse et que vous êtes la seule minorité à des kilomètres à la ronde, ça peut être un problème. Trevor Noah, dans son stand-up, avait soulevé ce point à l'époque où on parlait d'Idris Elba qui aurait pu succéder à Daniel Craig. Il disait que les scènes d'évasion seraient nettement moins crédibles. Ouais, je le renvoie. Donc Trevor Noah, dans son stand-up, il avait soulevé ce point à l'époque où on parlait d'Idris Elba pour remplacer Daniel Craig en tant que James Bond. Et il disait que les scènes d'évasion, par exemple, seraient nettement moins crédibles ou réalistes. Idris Elba, James Bond, jumps off the bike, runs into a crowded town square. The bad guys are right behind him. He manages to shake them off, pops into a little alley, gets out on the other side, finds a crowded little marketplace, puts a scarf around his head, a fake beard, blends in with a group of monks walking by. The bad guys turn the corner. There it is! Vous avez compris l'idée. Et en fait, il marque un point, c'est pas faux. Mais du coup, si c'est vrai pour les Noirs, c'est vrai aussi pour les Blancs. Il y a donc besoin d'une diversité de profils pour s'adapter aux missions. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez infiltrer les Black Panthers ou Black Lives Matter, vous n'envoyez pas Tom Cruise ou Matt Damon, vous envoyez Lakeith Stanfield ou Rachel Kahn. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, même dans un contexte majoritairement blanc, personne n'est aussi invisible qu'un corps racisé. Mélanie, tu as vu Killing Eve de Phoebe Waller-Bridge. Ouais. Est-ce que tu te souviens du début de la saison 2 où Eve, donc l'héroïne, enquête sur une meurtrière qui ne laisse aucune trace et surtout que personne ne remarque? Ça te dit quelque chose au tout début? Eve, donc oui. Sandra Oh. Sandra Oh, oui. Elle n'est pas seulement après Villanelle, elle enquête sur une nouvelle meurtrière, etc. Ouais. Et en fait, cette nouvelle meurtrière, elle pénètre dans les bureaux, dans les hôtels en pleine journée, elle empoisonne ses victimes, elle disparaît et personne ne la remarque. Et Eve, donc l'enquêtrice, réfléchit à haute voix et elle se dit que ça doit être un individu qui fait ses petites affaires, que personne ne remarque, qu'elle n'est pas importante, pas intéressante, invisible. Le genre de femme que les gens voient tous les jours mais ne regardent pas, bingo, c'est une femme de ménage, ou au moins elle se fait passer pour une femme de ménage. Ouais. Okay, donc il y a ce truc, en fait, effectivement, de toutes ces personnes racisées qui font les petites tâches et qu'on ne regarde pas dans les yeux et qui peuvent s'introduire à peu près où ils veulent. François, Lupin, tu l'as vu? Oui, c'est le même principe. Voilà, c'est cette scène. C'est passé pour un agent de sécu ou pour un livreur Uber Eats, et il disparaît en fait il a réussi à s'échapper dans une marée de livreurs. Et ils auraient dû plus exploiter ça d'ailleurs, je trouve. Parce que finalement, les 2 premiers épisodes, ils disent voilà, c'est facile d'être un voleur quand on est invisible. Et il y a tout ce truc où je me suis dit ouh, political, tu vois. Et en fait, très vite, il abandonne ce truc-là. Et moi, c'est je juste trouve un que mec cette très série, riche. elle tient pas si t'enlèves Omar en fait. Je trouve que c'est dommage, ils n'ont pas assez exploité leur truc. On fera un épisode Lupin, je pense. La deuxième partie, pour la deuxième saison. Même au début. Mais bon, c'est... Dans le bureau des légendes, il y a Irina Mulwil, une actrice française d'origine congolaise qui joue la mule, un personnage secondaire qui, si j'ai bien compris, parce que j'en suis qu'à la saison 1, gagne en importance au fur et à mesure, au fil des saisons plutôt. Et de premier abord, elle inspire le respect, on va pas l'emmerder, mais elle est très discrète. Elle n'éveille pas les soupçons,
notamment parce que les gens qui lui ressemblent sont rarement en position de pouvoir, de Mmh. décision, d'être nuisibles, etc. En fait, toute cette histoire, tout ce que je viens de vous raconter, c'est une sorte de prétexte pour vous parler d'un roman que je viens de finir, American Spy, de Lauren Wilkinson. C'est sorti en 2019 et malheureusement, ça n'a pas encore été traduit en français. C'est un premier roman qui a été acclamé par la critique. Déjà, il faut faire un point couverture. On y voit la silhouette d'une jeune femme noire drapée dans le drapeau afro-américain, donc le drapeau étoilé mais aux couleurs panafricaines, rouge, vert, noir. C'est l'histoire de Marie, une espionne noire américaine qui va devoir mener une mission hyper complexe dans les années 80. Elle doit infiltrer un leader africain très charismatique mais aux intérêts contraires aux puissances occidentales, Thomas Sankara. Et le livre est particulièrement puissant. La première scène, elle est dans sa maison dans le Connecticut avec ses 2 enfants. Un homme armé s'introduit dans son domicile. Ils se battent. Il essaye de l'étrangler, mais elle arrive à attraper son 9 mm et lui colle une balle dans la tête. Le chapitre suivant, elle est en Martinique, en voiture, et elle se plaint des embouteillages et des grèves. Donc ça c'est très très réaliste. Ça. C'est tiré d'une histoire vraie, ça. Je sursaute un peu. Qu'est-ce qui se passe? Marie est Martinican American. Les couleurs rouge, vert, noir, d'ailleurs, pour le coup, je me demande si c'est pas un clin d'œil, enfin, les gens comprendront, mais en fait, elle va s'installer temporairement à Sainte-Anne, en Martinique, pour mettre ses fils en sécurité. Le roman, en fait, il est sous la forme d'une lettre testament à ses 2 fils. En gros, elle répond à toutes les questions qu'ils pourraient avoir à l'avenir si elle n'était plus là pour leur raconter leur histoire. Comment est-elle devenue espionne? Elle travaille d'abord pour le FBI, et puis ensuite, elle est recrutée comme prestataire temporaire par la CIA, affectée à des missions de... Oui. CDD, intermittent. Ouais, mais en fait, voilà, ces 2 missions, elle fait des petites missions comme ça pour la CIA. Elle explique qu'en fait, c'est le terme en fait pour les agents. Excuse-moi, tu as peut-être dit l'information, mais j'ai peut-être oublié. C'est une histoire vraie ou c'est une fiction? Non, c'est complètement fictif, roman complètement fictif. Et rapidement, dans le livre, il est question des tensions et des contradictions en fait que ça soulève. Faire partie d'une institution qui a toujours traité son groupe avec... sévérité, on va dire ça comme ça. Pour s'en sortir, elle disait à ses collègues, pour éviter toutes ces tensions, elle disait à ses collègues qu'elle ne se souciait pas de la politique. En parallèle, elle dit que c'est complètement ridicule, que personne ne devrait croire à cette réponse, mais qu'en face d'elle, elle avait des hommes blancs qui n'avaient pas une existence aussi politisée que l'existence d'une femme noire. La majorité du roman se déroule entre les États-Unis, la Martinique et le Burkina Faso. On y parle de néocolonialisme, de tiers-monde, de guerre froide, mais aussi de loyauté. Un des points forts de Marie, c'est sa binationalité. Elle parle français et elle approche certaines de ses cibles en se faisant passer pour une traductrice de l'ONU. Je ne sais pas si Jean Dujardin ou Daniel Craig auraient réussi à gagner la confiance de leaders panafricains. Des personnages qui Jean Dujardin, vu son accent. S'il fait une blackface, on verra dans le prochain OSS. Ouais. Mais voilà, rapidement, en fait, moi, ce que je voulais soulever avec tout ça, c'est plutôt des questions de loyauté pour les agents racisés ou binationaux. Je vous ai parlé tout à l'heure de la vidéo de Manon Bril sur les femmes espionnes. Elle parle d'une femme qui s'appelle Martha Duncan et qui était un agent de la CIA, mais binationale, panaméenne et américaine. Et elle s'est servie, en fait, de sa connaissance de la culture, enfin de son identité panaméenne, pour travailler au service des États-Unis et ensuite aider à renverser le dictateur en place à l'époque, Noriega. Donc c'est vraiment une question en fait de loyauté et de est-ce que c'est pertinent en fait pour une femme racisée de poser la question de est-ce qu'une femme racisée peut être espionne, mais est-ce qu'une femme racisée devrait être espionne. Je voudrais finir en fait avec une petite vidéo, un petit extrait, une campagne de recrutement des services britanniques du MI6 et j'aimerais bien avoir votre avis sur la question. But She could. Mélanie, une réaction? C'est intéressant, mais en fait, j'étais hypnotisée par ce que tu disais parce que je me dis, Norman fait une vanne de merde, nulle, raciste, et toi, tu lui réponds par un cours d'histoire. Je trouve ça tellement, tellement toi, tellement Kevin. Merci. Est-ce que tu as envie d'envoyer un CV au MI6 après avoir vu une femme light skin? C'est une femme noire, ouais, faut le dire, parce que du coup, les gens qui écoutent le podcast vont peut-être pas... Donc, c'est une femme noire qui fait des activités de la vie quotidienne. Non, j'ai pas envie, mais c'est parce que, en fait, avec le temps, je suis en train de devenir une rouge et je me
dit je ne servirai jamais les intérêts des gouvernements occidentaux. Mais oui, mais je trouve qu'elle est maligne, leur pub. Elle est maligne parce que voilà, tu vois qu'ils essayent de cibler, tu vois que ça pourrait marcher, et tu vois qu'en fait, au final, un peu comme James Bond, ils sont en train de continuer à chercher à être relevant, quoi, et à se dire on ne peut plus avoir que des hommes blancs dans nos rangs, donc que faire? François, t'as un avis, toi? Ouais, je suis un peu comme Mélanie dans le sens où c'est de la communication, tu vois. Après, je sais pas si cette pub reflète réellement la politique de recrutement réel. C'est souvent ça, hein, dans la com, MI6. ils te mettent des noirs et en vrai, t'arrives dans les bureaux. Ouais, c'est ça. Après, je trouve que c'est intéressant parce que c'est exactement sur ce que tu racontes depuis le début du sujet, quoi. C'est qu'en fait, l'idée finalement qu'on s'est faite de ce que c'est qu'un caméléon, de ce que c'est que quelqu'un qui passe partout, elle est totalement influencée par la fiction, en fait. Ouais. La vérité, c'est qu'on parle des noirs et des blancs dans la fiction, mais en règle générale, qui sait ce que c'est, à quoi ressemble réellement un agent secret? Et c'est ça, en fait, que tu interroges et que le roman dont tu parles interroge, et c'est super intéressant. Ils ont, c'est toute une campagne de pub. Il y a un autre spot comme ça où ça se termine par en secret, enfin secrètement, on est comme vous. Et ça montre en fait, des gens qui sont monsieur et madame tout le monde. Et en fait, il y a cette idée de tout le monde peut être un agent efficace. Et effectivement, dans une série comme Le Bureau des légendes, mais pas seulement, on voit aussi qu'il y a des mamies qui servent d'informateurs, etc. Enfin, il y a toute une question en fait de si on veut être un agent secret efficace, faut pas forcément dans toutes les situations débarquer en Lamborghini, costard l'an 20, dire mon nom c'est Bond, James Bond, c'est pas forcément. Plus Daniel Craig, il est assez connu, donc en vrai, je le reconnais dans la rue, t'as vu, donc il peut pas être discret. Bref, voilà, Mélanie, je suis assez d'accord avec toi. Cette réflexion, elle m'est venue grâce à Norman et donc je m'en suis très reconnaissant. Merci Tavo pour les travaux. Mais voilà, en conclusion, non, je sais pas. Je sais pas si. En conclusion, 1 étoile au spectacle. 1 étoile au spectacle, 5 étoiles pour la réflexion. Si ça se trouve, Norman, en fait, cherche à provoquer les femmes noires en leur disant vous pouvez pas, vous les Fatoumata, être des agents au service de la France et provoquer des vocations comme ça. Je n'y vois pas d'autre explication. C'est tout pour moi. Vu comment vous êtes habillés, je pense que vous êtes au courant, mais les années 2000 sont revenues. Yes. Alors là... Ah, casquette Lacoste jaune. De retour, back dans les bacs comme nous. On parle beaucoup en ce moment de Britney Spears avec le mouvement Free Britney, hashtag Free Britney, la lutte pour la fin de sa tutelle, etc. Mais pas seulement, il y a la mode, il y a vraiment la nostalgie, en fait, toutes les ethos des années 2000 qui sont de nouveau parmi nous. Hein. On n'échappe pas au cycle des 20 ans, où à chaque fois la décennie d'il y a 20 ans redevient à la mode. Et du coup, on nous parle de Britney, on nous parle de Paris Hilton qui fait son comeback, on nous parle de télé-réalité de l'époque, on nous parle de Kate Moss, des supermodèles, etc. Mais moi, je veux vous parler de la black culture des années 2000. Parce qu'à l'époque, les Noirs américains créaient des tendances qui étaient à l'époque jugées par la culture en général comme un peu ghetto, un peu moche, un peu transgressif, un peu bizarre, too much, quoi. Et au final, aujourd'hui, vous allez sur TikTok et vous voyez plus que ça. Blanc, pas blanc, noir, pas noir, tout le monde utilise ces codes-là. Et donc, en fait, ces codes créés par les Afro-Américains dans les années 2000 infiltrent complètement ce grand retour des années 2020. Donc, comme dirait une grande philosophe, what's good? On va en parler. Hein. Alors, moi, j'aime beaucoup la pop. Mais j'ai quand même envie de dire que la musique qui était la vraie révolution de cette décennie, pour moi, c'était le R&B. Tant en termes de musicalité, quand je parlais de Britney, en fait, je pense qu'il y avait vraiment une opposition entre cette pop un peu aux yeux bleus, blonde, innocente, enfin toutes ces petites chanteuses qui représentaient un idéal féminin. Christina Aguilera. Voilà, qui était très... Jenny. Excuse-moi. Et sachant que Christina Aguilera, après, a fait son truc où elle s'est transformée en chanteuse à voix noire. Comme Britney, quand elle a fait I'm a Slave for You, produit par Pharrell, tout ça, c'était par-dessus tellement de trucs à dire sur I'm a Slave for You, qui pour moi déjà annonce l'Amérique d'Obama, quoi. Le titre, frérot, déjà. Ouais, merde. Ouais. Mais voilà, il y a tellement de choses à dire, je pense, entre la pop et les R&B des années 2000. On va pouvoir en parler
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la black culture, même si ça avait ce truc un peu sulfureux de dire « Ah, ça correspond pas », je vais beaucoup parler des femmes, hein, ça correspond pas à la féminité C'est vrai hétéronormative, blanche, classe, qui vit dans les suburbs et la femme respectable, et ben malgré ça, ça a influencé tout, en fait. Ça a influencé la musique, mais aussi la mode, la beauté, la télévision, enfin les séries, les films, c'était partout en fait. Donc, on va commencer par la mode. La mode des années 2000, ce qui marchait vraiment beaucoup, c'était les vêtements baggy. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, ça va revenir de toute façon, hein, mais les vêtements qui traînent par terre, vous vous souvenez les petits trous qu'on avait en bas dans les pantalons parce que ça traînait par terre, ben voilà. Hein. Donc les pantalons qui traînent, les filles qui portent des vêtements de mecs comme Missy Elliott et les superpositions aussi. Il y avait beaucoup de superpositions. Donc les influences, les Destiny Childs, je pense qu'on peut peut-être revenir dessus. Les Destiny Childs qui étaient vraiment en tout cas la féminité noire dans la pop R&B. Nous, c'est vrai, en France, on les connaissait, mais on n'imagine pas à quel point aux États-Unis elles étaient énormes, quoi. On parle aussi beaucoup de Alia, qui était une chanteuse décédée en 2001, qui en fait avait aussi un vrai impact autour de la mode et des tendances en fait mode de l'époque. Et puis Missy Elliott, bien sûr, on est obligé d'en parler. Donc Missy Elliott, grande chanteuse, compositrice, rappeuse des années 90 et 2000, qui avait un côté très tomboy, très garçon manqué. Enfin voilà. Donc ces influences-là, en fait, on les retrouve aujourd'hui, mais sur des corps qui ne sont justement pas ces femmes-là, quoi. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Il y avait aussi, bien sûr, les années 2000, c'était les paillettes, c'était les pantalons taille basse. Quand on s'asseyait, on voyait l'arrêt, on voyait le string. Voilà. Il y avait aussi beaucoup de bling, de paillettes. On avait des paillettes sur les téléphones portables. Il y avait des petits trucs, tu sais, les petites incrustations, les diams en plastoc incrustés tous sur la jeans, ceinture. J'ai une question, je peux la poser maintenant. Pose-là. Oui. Moi, est-ce qu'en France, parce que moi, j'habite pas en France à ce moment-là, enfin pas en France hexagonale, j'ai l'impression que ça, quand je suis arrivé, j'ai l'impression que ça n'a pas percé partout pareil. Moi, j'étais à Rennes. Alors, il y a des régionalismes. Voilà. Toi, est-ce que tu habitais en France aussi? Est-ce qu'à Istres, il y avait ça? Non, ce que je veux dire, c'est qu'à Rennes, début des années 2000, quand je suis arrivé, il n'y a pas de meufs qui s'habillent comme ça. Il y en a à Fort-de-France. Quand je vais dans d'autres villes en France, à Paris, je vois ça. Mais c'est pas partout. Les ramifications n'arrivent pas partout, mais moi, je viens du Sud. Enfin, j'ai grandi dans le Sud. Et dans le Sud, autant te dire qu'on avait. En fait, il y avait que chez moi à Paris où il y avait vraiment des vrais quinries à Châtelet, t'avais ton baggy, Marité, François Girbeau, etc. Non, bref, j'ai trop vécu ça. Donc, ouais. Et donc, pour continuer, on avait les joggings en velours. Alors moi, j'avais pas les sous pour m'acheter le jogging en velours. Mais le jogging en velours, on l'a beaucoup vu sur Paris Hilton, mais il faut savoir que l'origine, c'est Baby Phat. Baby Phat, la marque de Kim O'Reilly Simmons, la femme de Russell Simmons. Et donc, c'était le jogging pot de pêche qui a été popularisé par Alicia Keys, notamment sur J-Lo dans le clip I'm Real avec Ja Rule. Ouais, ou c'est pas elle qui chante d'ailleurs. Oui, c'est Ashanti. C'est Ashanti, ouais. C'est Ashanti. C'est Ashanti qui chante. Ouais. Et on peut aussi parler en termes de bijoux des plaques avec les noms le nom, genre une plaque avec Mélanie ou Kevin ou François écrit le petit dessus. pendentif. Ouais, le gros truc. C'est jamais parti, hein, vraiment. Ouais, mais là, tu vas voir, là, ça va come back de ouf. Et je pense aussi qu'il faut souligner que le sport a énormément influencé ces trends. Vous voyez, là, c'est très dans l'exagération, et c'est ce que tu dis, Kevin. En fait, c'est pas arrivé partout, parce que dans les lieux, en fait, plus mainstream, où la black culture n'avait pas autant de prégnance, et ben en fait, c'était jugé comme étant un peu chelou, quoi. Manque de goût. Ouais, vulgaire en fait, beauf quoi, truc de beauf. Et voilà. Donc en termes j'ai envie beaucoup d'en parler parce que je trouve que c'est assez intéressant en termes de physique. Le modèle physique des années 2000, c'était le modèle héroïne chic. Je sais pas si vous en souvenez, Kate Moss qui était maigre comme un clou et qui prenait de la drogue, qui fumait des clopes, machin. Et c'est vrai que pour le coup, en y réfléchissant aujourd'hui, je me dis, on se rend pas compte à quel point ce modèle-là, qui était érigé partout dans les couvertures de magazines et tout, était construit en opposition justement au corps noir, en fait, au corps des femmes noires, qui pour la plupart, en fait, ne collaient pas à ce stéréotype-là, quoi. Et donc, aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'entre-temps, il y a eu les années 2010, et ce qui était jugé comme
pas désirables parce que ne collant pas au modèle de l'héroïne chic, à savoir les grosses lèvres, les grosses fesses. Excuse-moi, Ouais. héroïne chic, on parle de l'héroïne. On parle de l'héroïne. La drogue. On parle de la drogue. Ouais, après, on accuse le rap de, on accuse le rap de rendre, de glamouriser le deal, etc. C'est le terme pubard en fait. Hein. C'est vraiment, D'accord. c'est comme le porno chic et tout. L'héroïne chic, c'est la fille super maigre, Qui prend de l'héroïne. anorexique, qui prend de l'héroïne pour rester mince et défiler sur les catwalks. Moi, je vais inventer le casual crack. C'est-à-dire que C'est un- tu prends du crack, mais dans tes vêtements. C'est ça, du dimanche. c'est un mec qui prend du crack, mais au calme, tu vois, avant sa petite réunion de 13 Ah, heures. dans ce sens-là, ok. À Brut. Tu vois. Donc, pour reprendre, l'héroïne chic, un style de physique, un style de féminité. Et aujourd'hui, le style a complètement changé, notamment grâce ou à cause des Kardashians, qui ont mainstreamisé en fait le physique grosse lèvres, grosses fesses, qui est passé en fait d'un truc honteux ghetto, qui était genre je sais pas si vous vous rappelez, mais dans les films à l'époque, il y a plein de films, notamment de teen movie, où les filles elles disent est-ce que cette robe fait que mon cul J'ai un il a gros l'air cul. gros. J'ai un énorme cul. Ouais. C'est vrai. Et Arrête, Cynthia. voilà. Non. Ah non, ça va, t'inquiète pas. Et du coup, moi, ce qui m'a fait tilter, c'est que je me suis dit, mais qui est-ce qui a parlé pour la première fois, pas pour la première fois, mais en tout cas, dans la pop culture, de la mode des gros culs? Et ben, c'est Sir Mix-a-Lot en 1992 avec la vidéo Baby Got Back. Et ce qui est génial, c'est que les deux filles qui parlent dans le clip, c'est au début du clip où en fait il y a deux blanches qui regardent une noire qui bouge en disant « Oh là là, mais quel gros cul, c'est horrible et tout ». Et les filles s'appellent Becky. Enfin, il y en a une qui s'appelle Becky. Et c'est de là que vient. Que vient le même Becky. Ouais, j'avais fait un article là-dessus sur Slide sur Becky, d'où vient un peu l'insulte. Et c'est en grande partie de là, ouais. C'est la première trace, si tu veux, tu vois ce que je veux dire, Ouais. dans la pop culture de Becky en tant que le stéréotype de la femme blanche qui va te juger, quoi. Ouais. Et comme on peut pas passer la chanson en entier, peut-être que François, t'as envie de nous faire un petit freestyle. Eh bien, là, non, je vais pas le faire. Mais c'est marrant parce qu'en plus, ce clip-là, il a un héritage culturel de fou. On se rappelle du son de Nicki, Anaconda, qui reprenait le son, qui le samplait. Mais même là, il y a pas longtemps, il y a un rappeur de Houston que j'aime beaucoup, qui s'appelle Beat King, qui a également qui a repris en fait le clip, tu sais, parce que Sir Mix-a-Lot, il rappe sur ce qui ressemble à des dunes de sable, mais qui sont en fait deux énormes fesses. Ouais. Et en gros, il est habillé, il a un chapeau noir et un grand manteau, etc. Et en gros, Beat King, il a repris ce clip-là, il s'est remis sur des grandes fesses, etc. Ouais. Et ouais. Toi qui es un grand fan de Friends, il y a ça aussi dans une des dernières saisons Oui, où tu sais, ils Rachel chantent ça. et Ross, on chante ça devant leur gamine. Et tous les commentaires oui. YouTube, c'est ça, genre « Oh, Emma, ça a dû la traumatiser quand Ross et Rachel ont chanté ça devant elle. » Et j'étais là genre « Pardon ?» Des barres.